Voilà, donc bonjour Jacques Battistoni, donc vous êtes président du syndicat qu'on appelle MG France, hein, qui est le premier syndicat représentatif en France des médecins généralistes. Et donc dans le cadre de cette commission d'enquête, on voulait avoir votre regard sur la Mm. situation, sur à la fois le constat, on va dire, que font les médecins généralistes aujourd'hui en France face à cette crise sanitaire. Peut-être aussi des idées de choses qu'il faudrait faire et qui ne sont pas faites aujourd'hui. Et Mm. puis peut-être aussi avoir un échange pour explorer les sujets, j'ai envie de dire, de l'après ou du moyen terme. On sait Mm. notamment Mm. qu'il y a tout l'enjeu Mm. autour de la question du Mm. déconfinement. Donc voilà, pour qu'on puisse évoquer ensemble ces D'accord. différents points. Je vous laisse la parole. Ok. D'abord, me présenter. Je m'appelle Jacques Battistoni. Je suis médecin généraliste installé depuis une trentaine d'années à If, dans le Calvados, c'est dans la banlieue de Caen, hein. Donc, c'est une zone qui, pour l'instant, par rapport à cette épidémie de coronavirus, est encore relativement peu impactée. Si on regarde les cartes de France, le nombre d'hospitalisations, on voit bien que les régions d'ailleurs de l'Ouest sont relativement moins atteintes pour l'instant. Voilà, juste un mot sur mon syndicat. Le syndicat MG France existe depuis un peu plus de 30 ans. C'est un syndicat qui représente tous les médecins généralistes libéraux qui exercent dans ce pays, quelques-uns qui sont salariés aussi, mais ils sont moins nombreux. La majorité d'exercice des médecins généralistes, les conditions d'exercice, c'est l'exercice libéral dans des cabinets isolés ou des cabinets de groupe ou des maisons de santé pluriprofessionnelles pour un certain nombre d'entre nous. Euh, on est un syndicat représentatif, on est le premier syndicat en nombre parmi les médecins généralistes et on est implanté sur toute la France, ce qui nous donne un, une écoute et aussi nous permet de faire un panorama de la situation dans l'ensemble des régions et c'est extrêmement important et en particulier en ce moment, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, donc on a énormément de retours d'adhérents, mais aussi de médecins hein, qui nous témoignent leur expérience. Et c'est à partir de ces retours, à partir de ces expériences que je peux éventuellement que je peux vous parler et que je peux aussi, vis-à-vis de nos interlocuteurs habituels, on en a deux, hein, c'est d'un côté le ministère et de l'autre l'assurance maladie, formuler un certain nombre de remarques, de demandes, de revendications aussi, et on essaye de se faire entendre comme ça. Et c'est notre force, c'est ce que je dis souvent à nos adhérents, notre force c'est vous, c'est notre implantation nationale qui nous permet de parler et d'être légitime dans ce qu'on dit. Sur la question que vous me posiez, peut-être que pour simplifier les choses, en vous écoutant, je me disais, on pourrait faire hier, aujourd'hui et demain. Hein, c'est D'accord. un plan très simple, mais ça permet de revenir un peu sur ce qui a précédé l'épidémie dans laquelle on est actuellement. Peut-être un point aussi sur comment nous vivons cette épidémie aujourd'hui. Hein, je dirais à ce temps zéro. Dans une semaine, 2 semaines, ce sera certainement différent. Et puis après, puisque vous le souhaitez, un point après sur et demain, comment on fait, comment on gère cette sortie d'épidémie. Ça vous va comme ça, je pense? Très bien, très bien. Ouais, ouais. Alors, sur notre vision sur ce qui s'est passé avant cette phase épidémique. Avant cette phase épidémique, je crois que de façon générale, euh, le pays, ses gouvernants, les professionnels de santé aussi, ont regardé le démarrage de l'épidémie à coronavirus en Chine avec avec une certaine distance, hein, distance géographique, mais distance en disant, bon, on ne sait pas trop, c'est peut-être préoccupant, mais ça ne l'est peut-être pas. Enfin, bien rares, je crois, sont ceux qui ont mesuré l'impact, l'importance de cette épidémie. Euh, voilà. Certains le disent aujourd'hui, mais je crois ils sont peu nombreux. En tout cas, dans le bruit de fond habituel, où il y a plein de communication, plein de prises de position, vraiment, dans mon souvenir, hein, et je pense que c'est assez partagé, jusqu'en janvier, février, on a cette problématique était relativement en retrait. Je suis allé au ministère, j'ai rencontré un certain nombre d'intervenants importants, j'ai rencontré mes confrères des autres syndicats. Vraiment, cette problématique-là, elle n'a pris vraiment une place importante pour nous que vraiment dans le courant du mois de février, hein, clairement, à partir du début du mois de février. Mais jusqu'alors, on n'était pas très euh, préoccupé, je dirais, hein. Et donc, ce qui explique aussi, et mon ressenti, c'était que nos interlocuteurs, c'était la même chose, hein. J'ai rencontré à 2 ou 3 reprises Agnès Buzyn dans des réunions. Voilà, il n'y avait pas de prise de conscience qu'il fallait absolument se préoccuper. Ce n'était pas le sujet qui éclipsait tous les autres comme ça l'est devenu aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'était assez net. Et je pense que, alors,
on pourra toujours chercher des responsabilités, mais mon sentiment, c'est que c'était quand même très collectif, hein. C'est-à-dire que ça soit l'ensemble des forces. Hein. À l'époque, c'était la réforme des retraites. Nous, on s'est beaucoup occupé de la réforme des retraites, mais à aucun moment, ou de la crise climatique, par exemple. Mais cette problématique-là, elle était franchement derrière, quoi. Bon. Et du coup, effectivement, le reproche que nous avons fait nous-mêmes, hein, en tant que professionnels de santé, c'est de se dire, on a tardivement pris conscience qu'on allait avoir un certain nombre de besoins, et notamment des besoins d'abord logistiques. Hein, d'où cette problématique des masques, problématique des moyens et des mesures barrières. Et je me souviens très bien avoir interpellé Olivier Véran quand il avait été il y a environ un mois, euh, pour lui dire alors, qu'en est-il des masques? Est-ce qu'on a des moyens de protection? Et ma grande surprise, d'une certaine façon, ça a été que le ministre s'interrogeait à ce moment-là sur l'état des lieux, l'état des stocks, et faisait le constat que des stocks, il y en avait peu ou pas, quoi. Hein. Et que donc, les fameux stocks dont on a parlé au début, ce n'étaient pas des stocks de masques véritablement protecteurs, des masques FFP2, qui n'y en avait pas de ces stocks-là. Et je pense que le ministre nouvellement nommé a fait ce même constat en même temps que nous, de se rendre compte que les choses n'étaient pas à disposition et que à partir du moment où les professionnels disaient attention, on en a besoin, on va en avoir besoin, on se retournait vers la logistique derrière nous et on regardait et on se rendait compte que les hangars étaient vides, quoi, qu'il n'y avait pas ces stocks-là. Premier constat. Et le deuxième constat qui est venu juste après, parce que s'il n'y a pas de masse, c'est pas grave, on va en fabriquer. Enfin, on aurait pu se dire ça. Eh bien non, il y avait à la fois pas les stocks, mais pas non plus cette capacité industrielle, organisationnelle pour les fabriquer. Okay. Donc, on s'est retrouvé effectivement dans cette situation-là, et très vite avec l'idée que la politique qui allait devoir être menée était une politique qui était comment dire, dirigée plus par s'adapter aux moyens disponibles, mais pas la politique qui aurait été idéale. Et donc, il n'y a pas eu de choix à ce moment-là de politique en fonction de qu'est-ce qui serait bien idéalement de faire pour venir à bout de cette épidémie, comme peut-être ont pu le faire d'autres pays, mais les choix qui ont été faits en fonction des moyens disponibles, un choix pragmatique, mais aussi un choix par défaut, hein, puisqu'il n'y avait plus à disposition que peu de masques, avec un usage réservé en priorisant, et très vite la question ça a été, je priorise l'usage des masques pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc les services hospitaliers et à l'intérieur des services hospitaliers, les services de soins intensifs et de réanimation, et pas pour les autres. Et du coup, la politique qui a été mise en œuvre dans cette phase 1 et 2, pré-épidémique, hein, donc ce que j'appelle encore hier, a été une politique qui a été conditionnée par la pénurie de moyens de protection et non pas par la politique qui, idéalement, aurait dû être conduite. Idéalement, il aurait fallu probablement disposer des masques et aussi, on va parler après, disposer de tests également. Hein, puisque, comme on le sait, la politique a été menée dans d'autres pays comme les pays asiatiques, a consisté à tester beaucoup, isoler les cas, et la politique de confinement qu'on a menée en France aurait été beaucoup plus performante, certainement, si on avait pu disposer de tests beaucoup plus facilement et ainsi avoir une politique mieux orientée. Hein. Et on voit bien qu'en fait, je pense, enfin, on le verra quand on écrira l'histoire de cette épidémie, mais les choses ont échappé à partir du rassemblement évangélique en partie. Hein, et là, clairement, on n'a pas bénéficié, on aurait pu probablement tester tout le monde à ce moment-là, isoler tout le monde, repérer tout le monde. Là, on a fait vraiment, on a essaimé, quoi. C'était des envoyés qui ont disséminé le virus, quoi. Et on n'avait pas les moyens de prévenir tout ça. Voilà. Mais voilà. Et alors après, moi, il ne revient pas de chercher des responsabilités. J'ai lu des choses comme nous avons tous lu, la presse en parle, l'action des différents ministres, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis Roselyne Bachelot. On sait qu'il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de masques, à un moment donné, on a baissé la garde quelque part, on a pensé, mais je dirais collectivement, et moi je crois qu'on porte cette responsabilité. Nous, les médecins, on s'est dit,
en 2009, on en a fait trop avec les achats de vaccins en masse et bon, la politique qui a été menée. Moi, il y aurait beaucoup à dire, hein. Le fait de vacciner dans des centres et pas s'appuyer sur les professionnels de terrain, c'est quelque chose, on va en voir après, qui n'est pas bon. Mais on a baissé la garde d'une certaine façon parce qu'on s'est dit on en a fait trop en 2009 et du coup, je pense que les responsables qui à ce moment-là n'étaient pas sous les feux des projecteurs, qui étaient amenés au sein du ministère à gérer les stocks, les Prus qui a été dissous après, qui était l'organisme de réponse aux alertes sanitaires, progressivement, les stocks qui étaient très élevés, on avait je crois 1 milliard de masques au temps de Bachelot, et ils ont progressivement diminué et on s'est retrouvé dans la situation qu'on est, avec des masques chirurgicaux qui sont les stocks habituels pour les hôpitaux et pour tout ça, mais pas de masques FFP2 et donc pas une politique très active là-dessus. La première phase aussi, pour finir sur ce premier point, elle a été caractérisée par un peu un tout sur le centre 15, tout sur le SAMU et rien pour le reste. Et donc, on aurait pu aussi imaginer commencer à construire une organisation des soins en ville susceptible de répondre à tout ça. Il faut savoir, pour que vous sachiez, qu'on était en train de négocier, nous syndicats, avec nos partenaires, l'assurance maladie, mais surtout le ministère, la mise en œuvre de ce qu'avait appelé, ce que Agnès Buzyn avait appelé le service d'accès aux soins, qui consistait à doter les soins de ville d'une organisation permettant de répondre aux besoins de santé de la population et notamment à ces demandes de soins non programmés. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'organiser une continuité des soins dans la journée, un peu comme on l'a fait pendant la nuit. Le vrai problème aujourd'hui, responsable en grande partie de l'engorgement des urgences, c'est le fait que les gens ne savent pas à qui s'adresser dans la journée. Ils s'adressent à leur médecin traitant, mais il faut forcément qu'on mutualise un petit peu cette réponse-là. Notre objectif à ce moment-là, et ça restera un objectif pour nous après, ça sera d'obtenir des moyens pour organiser ce service d'accès aux soins. Cet accès aux soins a donné lieu à différents rapports et justement au mois de décembre dernier, il y avait un rapport qui a été fait par Pierre Carly du SAMU de Paris et Thomas Migné, député de la Charente, ce rapport avait pour but de donner les grandes lignes de la création d'un service d'accès aux soins. Donc notre objectif, fondamentalement, reste de mettre en place ce service. Et c'est extrêmement dommage qu'on ait manqué un petit peu de temps parce qu'on voit bien à quel point les organisations qui se mettent en place aujourd'hui, donc je vais arriver à l'aujourd'hui, par les soins de ville, elles correspondent un peu à ce fameux service d'accès aux soins qu'on aurait pu mettre en place plus tôt. Et s'il avait été disponible maintenant, l'hôpital aurait pu avoir l'identification nette d'un partenaire identifié, organisé, parce qu'aujourd'hui, il a un partenaire, mais ce partenaire, c'est autant de médecins généralistes, autant de professionnels de santé, ce sont encore beaucoup des individus, quelquefois des cabinets médicaux, quelquefois des maisons de santé, mais ce n'est pas un partenaire qui est capable de contractualiser avec lui au sens de « je m'occupe de ça, vous vous occupez de ça ». Voilà. Quand moi je parle à l'hôpital, je parle au directeur de l'hôpital ou au président de la commission médicale d'établissement, mais je sais qu'il représente l'ensemble des professionnels. De la même façon, la ville a besoin d'avoir, enfin l'hôpital a besoin d'avoir en ville quelqu'un qui est capable de lui dire voilà, moi je représente les professionnels de santé de ville, voilà ce que je peux organiser, voilà comment vous pouvez établir avec nous des relations de travail, des relations contractuelles, et on va le voir à travers l'exemple de la prise en charge aujourd'hui et demain des patients, on a absolument besoin de ce lien entre ville et hôpital. Mais c'est un lien possible si chaque partenaire existe en tant que tel. Et voilà. C'est clair ce que je dis? Très clair, voilà. Merci. Je ne veux pas être trop technique. Évidemment, ça fait appel forcément à des notions de négociation antérieure ou de concepts que nous, on utilise souvent et je me méfie un peu de... Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un aspect que je ne comprends pas ou qui me paraît peu clair, n'hésitez pas, posez-moi la question. Voilà, donc là, je vous ai fait un peu le avant, jusqu'à maintenant. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous, on a publié un communiqué à MG France la semaine dernière après avoir réuni notre comité directeur. Notre comité directeur, c'est les délégués qui viennent de toutes les régions. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là,
On a fait un tour de France des régions, on a interrogé, on est parti, hein, et on a fait Aura, PACA, Occitanie, comment ça se passe chez vous, quel est le ressenti des médecins, est-ce que vous avez beaucoup de travail, tout ça. La communication gouvernementale au début de la crise a été, moi j'avais attiré l'attention du ministère, j'avais dit attention, quand on va passer en phase 3, c'est-à-dire phase épidémique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, votre communication elle est fondamentale. Et il faut, alors, phase 1 et 2, vous avez dit tout à l'hôpital. Bon, ok, il y avait des raisons, vous faisiez du confinement, c'était comme ça que c'était organisé. Aujourd'hui, il faut faire différemment. Aujourd'hui, vous nous dites on est en première ligne, donc il faut faire passer un message clair à la population, comment elle fait, comment elle l'utilise, c'est quoi le mode d'emploi du système de soins aujourd'hui. Or, les modes d'emploi qui a été donné a été extrêmement incohérent, contradictoire, ambigu. On a dit à la fois, c'est le médecin généraliste qui est en première ligne, et en même temps, on a dit, n'allez pas chez votre médecin généraliste. On a dit, on va vous décharger, vous allez être submergé de travail, en gros. J'imagine qu'ils se sont imaginé ça, vous avez pris par plein de consultations, et donc on va vous décharger au plus possible. Donc on va dire aux pharmaciens, vous pouvez renouveler les ordonnances jusqu'à autant que vous voulez, enfin jusqu'à la fin de la crise. On a dit, on vient de dire, c'était ce matin aux infirmières, vous pouvez renouveler vos prescriptions autant que besoin, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de revoir le médecin. On a dit aux médecins, il faut préserver vos patients, il faut les protéger. Donc, nous, c'est organisé pour organiser des consultations séparées, ne pas mélanger les patients malades, les patients pas malades, organiser dans nos cabinets le fait que les gens se côtoient le moins possible. Donc, un patient dans la salle d'attente à la fois, des consultations très, très normées dans le temps. Moi, j'ai mis ça à la porte de mon cabinet, hein. Une consultation tous les quarts d'heure, une seule patiente dans la salle d'attente. Si ce n'est pas possible, vous attendez dehors. On a tous fait ça. On s'est tous organisés. Aujourd'hui, le constat que font les gens, à cause de cette communication contradictoire, on ne voit plus de patients, quasiment plus. On est tombé à la moitié, voire le tiers de l'activité. Et ça, c'est unanime. Il n'y a pas de région de France où ça ne soit pas le cas. Donc la problématique pour nous aujourd'hui, c'est comment on mange. Un médecin libéral, la moitié du mois, il commence à payer ses charges. Et l'autre moitié, il gagne de l'argent pour pouvoir acheter à manger, enfin faire vivre sa famille et lui-même. Si vous avez 50% de recettes, vous payez vos charges et vous n'avez rien pour vous. Et si vous avez moins de 50% de recettes, vous tapez sur votre trésorerie et vous n'avez non plus rien pour vous. Donc notre problématique aujourd'hui, c'est malheureux, hein, c'est de parler de ça maintenant, c'est aussi pour les médecins, comment je vais faire pour payer mes charges. Bon, ceci dit, cette problématique, on la partage avec d'autres. C'est vrai, mais pour des soignants pour lesquels on a déshabillé, on a quelque part donné leur activité à d'autres, c'est quand même un peu idiot. D'autant plus que ça représente une perte de chance pour un certain nombre de malades. Hein, parce qu'il ne faut pas penser que ce n'est pas parce que les gens n'osent plus venir qu'ils sont plus malades. Hein, évidemment. Et donc, il y a une perte de chance pour un certain nombre de choses où les gens ne mesurent pas, mais où ils ont potentiellement quelque chose de grave. Hein, et on a un certain nombre comme ça d'exemples d'infections en particulier qui ne sont pas des infections à coronavirus, mais où les gens ont mis leur vie en danger parce qu'ils ont attendu, pas osé consulter, etc., parce qu'on les a dissuadés de venir. Et quelque part, c'est bien dommage. Et puis, il y a aussi toutes les problématiques avec des patients précaires, hein, les problématiques des gens qui ont des inégalités sociales de santé pour qui c'est compliqué de venir, c'est compliqué de faire appel au système de santé, c'est compliqué de comprendre les consignes. Vous avez tous les gens qui ont des problématiques psychologiques, hein, qu'on soigne pour des choses comme ça, qui sont extrêmement bouleversés quelque part par la situation de confinement et qui le vivent mal. Enfin, il y a beaucoup de populations comme ça qu'on a identifiées comme nécessitant nos soins et pendant lesquelles il va être important de refaire passer un message différent en disant non, il faut continuer à être suivi dans des bonnes conditions. Voilà. Juste pour vous demander une précision, pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous étiez en train de dire, vous dites que du point de vue de ce qu'on peut appeler des mesures compensatoires qui ont été mises en place pour certains secteurs de l'économie, je pense aux petites entreprises, aux indépendants par exemple, vous dites du côté médecin généraliste, aujourd'hui il n'y a aucune mesure compensatoire qui est prévue. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est ça que je veux dire. Après, à cette question, je dois dire qu'hier, Olivier Véran m'a appelé pour me dire il y aura des mesures compensatoires. Voilà. Comment exactement, selon quelle modalité, je ne sais pas. Mais le fait que le ministre, donc le gouvernement, dise il y aura des mesures compensatoires pour les médecins libéraux, après, à nous de négocier avec l'assurance maladie pour définir comment, etc. L'idée pourrait être un maintien du niveau d'activité, quoi.
On En tout sait cas, c'est un grosso point modo. d'attention. Voilà. Ah ben c'est un point d'attention. Ben oui, parce que quand même, il faut, c'est, Il faut vivre, quoi. ouais, il faut vivre, exactement. Hein. De la même façon qu'une petite entreprise elle a le droit de vivre, le médecin généraliste qui en plus travaille est sollicité. Qu'est-ce qu'il fait le médecin généraliste aujourd'hui? Il passe son temps au téléphone et à organiser les trucs et il ne voit pas les gens quasiment. Donc, Je comprends, je comprends. il fait un peu de téléconsultation et on a tous mis en place le maximum de téléconsultation. Mais aussi, on résout des problèmes à la fois psychologiques, des problèmes d'arrêt de travail, des problèmes de dangerosité, de la reprise du travail compte tenu des pathologies préexistantes des patients. Ça nous prend beaucoup. Hein. Et en Je même comprends. Et temps, par ailleurs, il y a quand même, si je peux me permettre, un paradoxe, c'est-à-dire que certains secteurs de l'activité soient mis à l'arrêt. Bon, c'est rendu nécessaire par la ouais, situation actuelle, ouais, mais on ne se dit pas comme ça à première vue qu'un secteur qui va voir son activité baisser dans la période, c'est un secteur lié au système de soins ouais, quand même. Donc ouais. là, Tout à fait. ça m'amène sur... Ouais. Mais en fait, il faut avoir une idée du nombre de cas qui est en cause aujourd'hui. Hein. Vous avez les chiffres, hein, le nombre de cas déclarés depuis le début. Il y a 50 000 médecins généralistes en France, en gros. Hein. Tous les chiffres vont vous dire plus, mais des vrais médecins généralistes qui ne soient pas des gens qui font un peu, je ne sais pas quoi, de l'obésité, enfin des trucs. Voilà. Des vrais médecins généralistes, il y en a 50 000, c'est facile pour compter. Donc chaque médecin généraliste, s'il voit 20 patients dans la journée, ça fait 1 million de consultations tous les jours. Hein. Vous avez 200 000 patients, je crois que je ne sais plus combien on est de cas, je crois qu'on est autour de 200 000. Enfin, vous voyez déjà le delta. Hein. Donc, potentiellement, des cas confirmés, chaque médecin généraliste de France, il en a vu 1 sur 5. Ouais, je comprends. Hein. Donc, on a la capacité, en tant que profession, répartie sur tout le territoire, de voir énormément de patients. Surtout, en plus, à plus forte raison, si on ne voit pas les autres. Donc, d'ici à D'accord. ce qu'on ait 1 million à 1,5 million de consultations quotidiennes pour des patients Covid, il faudrait imaginer que l'épidémie ait une ampleur énorme. Même une épidémie de grippe importante qui représente une certaine charge de travail supplémentaire pour un médecin généraliste, si vous la répartissez, quand il y a eu beaucoup de gens touchés, hein, on a fait des études là-dessus, qui va se dérouler pendant plusieurs semaines, ça représente en moyenne une ou deux consultations supplémentaires par médecin généraliste et par jour, seulement. Et il continue à avoir tous ces autres patients. Donc, nous avons la capacité de s'occuper de la totalité de la population si elle est malade sans aucun problème. Hein. Et je veux dire, et ça ne va pas, à partir du moment où on ne fait pas d'autre chose, on a énormément de temps pour le faire. Donc on est en capacité de s'organiser pour faire des choses. Et pardonnez la naïveté de ma question, mais je comprends très bien ce que vous dites, c'est-à-dire au vu du nombre de cas, en réalité, le nombre de médecins généralistes est très important. En Oui, même temps, on entend beaucoup et on reçoit pas mal de témoignages sur des difficultés du point de vue là, des services hospitaliers, des et oui. dispositifs de saturation. Est-ce qu'il existe des Mais il dispositifs faut qui permettent à des imaginer, médecins de venir en soutien? ouais, mais ce n'est pas notre rôle, à mon avis. Notre Non, rôle, c'est de prendre en charge, c'est notre rôle à nous, médecins généralistes libéraux, c'est la ville, c'est l'ambulatoire. Hein. C'est l'avant et l'après-hôpital. Et je pense que c'est là c'est déjà la troisième partie. Quel va être notre rôle dans la suite? Ça va être effectivement de se positionner là-dessus. Éviter au maximum, le but, ce n'est pas d'aller travailler à l'hôpital, tous à l'hôpital. Je pense que d'abord, on n'est pas les bonnes personnes. En plus, il y a des gens, il y a une compétence particulière. Un service de réanimation, ça ne bien sûr. s'improvise pas. Hein, même si on a tous fait peu ou prou de la réanimation quand on était étudiant ou externe ou interne, mais ça fait longtemps pour un certain nombre d'entre nous, les protocoles ont changé. Enfin bon, et ce n'est pas adapté. On a besoin d'aides-soignantes, on a besoin d'infirmières et on a besoin de médecins anesthésistes, en fait, et réanimateurs. Voilà. Et tous ceux qui ont des compétences là-dedans. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, on a besoin d'être super présents par rapport à l'organisation en ville. Hein. Et donc là, à mon avis, c'est ce qu'on pourrait dire, se pose la question de comment faire pour éviter que les gens n'aient pas besoin d'aller à l'hôpital le moins possible. Il faut impérativement ne pas engorger les services d'urgence, mais ils sont moins engorgés qu'avant, beaucoup moins. Les gens n'y vont plus que pour ça, donc ils ont moins de travail. Mais surtout les services hospitaliers avec des gens qui peuvent être pris en charge en ville. Donc ça nous oblige à nous organiser pour prendre en charge les gens en ville avant qu'ils aillent à l'hôpital et même de la mesure du possible pour qu'ils n'aillent pas à l'hôpital. Donc c'est ce que nous commençons à faire avec d'une façon des recommandations, des protocoles de prise en charge des patients et de surveillance. On sait bien que le problème n'est pas celui du diagnostic. Hein. C'est relativement facile.
de faire le diagnostic. Il y a un certain nombre de critères, de symptômes que tout le monde connaît maintenant, et on peut repérer les choses. On peut repérer avec une forte probabilité. Le problème, c'est de repérer les gens qui vont être fragiles, de mettre en place des surveillances adaptées à leur état de santé. Évidemment, elle ne va pas être la même avec quelqu'un qui est euh, jeune, en bonne santé, sportif, qui va avoir un petit risque de se compliquer, mais un risque quand même relativement faible par rapport à quelqu'un qui va être diabétique, obèse, hypertendu, et des comme ça, on en connaît tous. Donc ces gens-là, si jamais ils sont malades, on va avoir besoin d'une prise en charge, d'une surveillance, en tout cas, beaucoup plus étroite, sans les hospitaliser pour autant, bien entendu, hein, parce qu'il ne s'agit là encore pas, c'est des gens qui n'ont pas besoin de soins intensifs, mais ils ont besoin d'une surveillance intensive à domicile. D'accord ? D'accord. Voilà, ça va être notre première tâche avant l'hôpital. Et pour ceux qui vont sortir de l'hôpital, il va y avoir des gens, si jamais l'épidémie augmente encore, et c'est assez probable que ça se passe dans les semaines à venir, il va y avoir les gens qui vont sortir de l'hôpital après soins, qui ne vont pas être forcément en pleine forme, parce que vous avez bien compris que les lits sont rares et que les gens, il va falloir les faire sortir précocement pour pouvoir faire de la place pour d'autres. Et donc ces gens-là, ils vont avoir besoin d'un suivi après. Donc là aussi, organiser ce suivi post-hôpital. Et donc ça encore, c'est la médecine de ville de le faire. Et ce n'est pas à l'hôpital d'aller suivre nos patients en ville quand ils sont rentrés chez nous. Ça, chacun son rôle. Et je crois que vraiment, on est présent. Puis ces patients qu'on connaît. Hein, et c'est sur notre territoire. On est en proximité aussi. Et D'accord. puis, vous allez avoir plus dramatique. Et après, je vous laisse la Non, non, parole, parce qu'on est allez-y, à peu allez-y. près plus dramatique. Vous allez avoir des gens qui ne vont pas pouvoir bénéficier de soins intensifs à l'hôpital et qui vont retourner à domicile avec de l'oxygène simplement, parce qu'ils vont être trop âgés, parce qu'ils vont avoir des comorbidités, parce qu'on sait que de toute façon, la réanimation intensive, ils ne pourraient pas la supporter. Donc ces gens-là, on va avoir besoin aussi de les accompagner et éventuellement de les accompagner, y compris dans des soins palliatifs. Et ça nécessite du temps, du travail, une organisation sur le terrain. Face à ces besoins-là, dans presque toute la France, il y a sur de nombreux sites dans beaucoup de territoires, les médecins généralistes, mais aussi les infirmières de ville et aussi les pharmaciens se sont organisés pour créer des centres dédiés à la prise en charge de ces malades. Et alors, on a du mal un peu à positionner ça, parce que je vous ai parlé de la demande de soins qui n'est pas très élevée, hein, pour un médecin généraliste donné. On n'a pas beaucoup de travail. Mais s'organiser entre nous, organiser ces coopérations pour prendre en charge les malades, pour organiser leur surveillance, leur accompagnement en retour à domicile, les soins palliatifs éventuels, notre participation à l'intérieur des EHPAD aussi, hein, ça c'est un truc important. Pour l'instant, les EHPAD sont des forteresses fermées pour essayer d'éviter la contagion, mais nous intervenons aussi en EHPAD où on peut intervenir en relais. Enfin, voilà. On a de toute façon une place pour nos patients en EHPAD. Tout ça, ça ouvre un champ de travail pour la médecine de ville et pour les soins de ville, les soins ambulatoires. Et nous souhaitons qu'on développe, on organise, on coordonne, hein, ce soin-là. C'est moi ce que je fais dans ma commune. Après vous avoir quitté, je vais rappeler l'ARS, le Conseil de l'ordre, et je vais leur dire, voilà, il y a une organisation qui se met en place sur le terrain. Ok, c'est très clair. Merci Voilà. d'avoir précisé, j'ai envie de dire, Hum, quel hum, pourrait être selon vous le rôle, on va dire, des médecins libéraux et ouais, généralistes. ouais. Maintenant, la question que ça m'amène à poser, c'est quelle devrait être la structure de coordination, d'organisation, à quel endroit devrait s'organiser cette répartition des rôles dans la chaîne de prise en charge, Ouais, parce que ça, ce que vous dites paraît évident, c'est-à-dire ouais, il y a une place pour chacun, et il ne s'agit pas de dire les médecins généralistes ouais, doivent aller à l'hôpital, ouais. mais est-ce qu'il y a il y a un cadre, un lieu d'organisation dans lequel ces discussions ont lieu, et Mhm. sinon, est-ce qu'il devrait être mis en place? Ouais. Alors, évidemment, il y a un cadre. Là encore, on est un tout petit peu décalé. Cette épidémie, elle arrive 1 an, 2 ans trop tôt. Enfin, bon, dans 2 ans, ça n'aurait pas été bien, mais on était en train de s'organiser. Je vous ai parlé du service d'accès aux soins, de la mission d'accès aux soins. C'est la première mission des communautés professionnelles territoriales de santé. Hein. Les communautés professionnelles territoriales de santé, ça a été mis en place déjà par la loi Touraine, donc ça date un peu. Mais on a obtenu l'année dernière, à la suite de 6 mois de négociations avec l'assurance maladie, un financement. Les communautés, c'est la structuration des soins de ville. Et soins de ville, ça inclut vraiment l'ensemble des professionnels de ville, médecins, pharmaciens, infirmières, kinés, orthophonistes, sages-femmes, enfin tous les professionnels de ville qui travaillent ensemble, qui se regroupent sur des territoires de 50-60 000 habitants.
Et donc, c'est généralement dans ce cadre-là. Alors, des CPTS qui ont formalisé leur engagement avec l'assurance maladie et avec les ARS, il n'y en a pas encore beaucoup. Il y en a, en théorie, il faudrait avoir 1000 CPTS sur toute la France. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine qui ont signé des engagements avec l'assurance maladie, qui ont signé un contrat, donc qui bénéficient d'un financement, mais il y en a 300 à 400 en projet, hein, au moins. Donc, on a à peu près la moitié du territoire national qui est maillé par des projets de CPDS. Moi, j'en connais un très grand nombre. Voilà. Et c'est évidemment ces organisations-là, embryonnaires, qui développent, qui portent ce dont je vous parle, qui est cette organisation des soins en proximité. Mais l'idée, c'est d'être les professionnels de proximité sur un territoire qu'elles définissent elles-mêmes et qui, dans ce cadre-là, ont évidemment noué des relations avec l'hôpital, pas de proximité, mais l'hôpital proche, le CHU ou l'hôpital général, avec éventuellement des cliniques, et donc à travers ces relations qui définissent des relations de travail, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est cette période-là, évidemment, un espèce de coup d'accélérateur pour l'organisation des soins sur le terrain, de toute la France dans D'accord. le monde des expériences. Ok, c'est clair votre réponse. Une dernière interrogation sur le maintenant, et puis peut-être qu'après on pourra parler un peu Et de l'après. l'après-demain, ouais. Ouais, ma seule interrogation, ma dernière interrogation, c'est, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, la situation de confinement, elle peut être aussi source de Ouais, ouais, souffrance, ouais, de ouais. maladie, de pathologie. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce qu'il y a des Bah, protocoles qui sont mis en place pour les détecter? on a une préoccupation. Alors, on a mis en place des éléments, hein, mais à mon avis, ils sont insuffisants aujourd'hui. La difficulté, c'est d'être proactif, c'est-à-dire à partir de nos patientèles, hein, quand on est médecin traitant, on a une patientèle, on a un certain nombre de patients qui nous ont choisi, d'aller vers eux, hein. Mais comment on fait vers eux? Je prends mon téléphone, j'appelle mes patients, allô, ça va? En fait, pour beaucoup d'entre nous, on bénéficie d'infirmières azalées. Je ne sais pas si ça vous dit quelque Non. chose. Non. En fait, les infirmières azalées, Dispositif Azalée, c'est une association nationale qui bénéficie d'un financement assurance maladie avec des infirmières de santé publique qui travaillent en partenariat avec les médecins généralistes libéraux et qui font de l'éducation thérapeutique des patients. En gros, si j'ai un patient qui a un diabète, qui commence à avoir sa maladie, donc on fait le diagnostic, je lui dis, bah, écoutez, pour tout ce qui concerne le suivi tout ce qu'il y a autour de votre maladie, votre alimentation, votre mode de vie, votre connaissance des médicaments, éventuellement des moyens de contrôle, je vais vous donner la possibilité de rencontrer une infirmière qui va vous expliquer tout ça, qui va vous montrer comment mieux connaître votre maladie, et puis vous allez pouvoir dialoguer avec elle, elle a du temps, et vous allez pouvoir parler avec elle régulièrement, et vous allez pouvoir la revoir autant que de besoin, jusqu'à ce que pour vous, les choses soient bien claires. Et après, on va pouvoir continuer le suivi. Donc ça, on a ça pour beaucoup d'entre nous. Il y a actuellement 700 infirmières azalées sur toute la France. C'est à la fois beaucoup et peu. C'est beaucoup parce que c'est significatif, mais ça ne fait jamais que quelques millions de personnes en France qui peuvent en bénéficier. Mais quand on a une infirmière azalée, on a la possibilité, et j'ai une infirmière azalée, elle appelle mes patients fragiles, hein, sur la liste de ceux qu'elle connaît, avec qui elle a noué déjà des relations auparavant. Elle leur dit bonjour, si c'est Sylvie, elle s'appelle Sylvie. Euh, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème? Est-ce que je peux vous aider? Et puis éventuellement, elle me dit, elle l'a fait, elle me dit, bah, ça serait bien que tu rappelles Madame Machin, elle a besoin de savoir, je pense qu'elle est un petit peu en difficulté. Voilà, donc on est comme ça. Ça, c'est un côté proactif qui est vraiment bien, qui n'est pas accessible à tout le monde, mais on voit bien que c'est le sens de ce qu'il faudrait faire. D'accord. La problématique des patients qui souffrent de troubles psychiques est à mon avis, difficile, effectivement. Et le confinement, ça peut être aussi un confinement à l'intérieur d'eux-mêmes, ou bien qu'ils se révèlent sur un mode explosif de temps en temps. C'est aujourd'hui plus une préoccupation qu'une démarche active qui reste, à mon avis, à construire. Mais le cadre dans le qu'on pose, hein, qui est le cadre CPTS, reste, à mon avis, un bon cadre pour prendre en charge ces questions-là, quoi. D'accord, très bien. Alors bon, le confinement, on l'a dit, ça peut avoir Mm. des impacts, mais on espère que ça ne va pas durer tout le temps. Donc, et la question qui est posée ensuite, c'est le déconfinement. C'est-à-dire que Ouais. À mon là avis, aussi, ça pose des questions.
Ouais, on est obligé, nous, de réfléchir, d'essayer d'anticiper, hein. On n'a pas assez anticipé au début, donc essayons d'anticiper maintenant sur la suite. Euh, je crois que le confinement, la sortie du confinement, elle dépend évidemment des moyens qu'on aura à notre disposition. Il y a 3 types de moyens. Les premiers moyens, c'est les mesures barrières, hein. Et sortir du confinement, ça ne veut pas dire abandonner les mesures barrières. Ça veut dire qu'on autorise les gens à sortir, mais qu'on met en place un certain nombre de mesures de protection. Donc, évidemment, les annonces qui ont été faites hier en disant on va fabriquer des masques tant et plus, c'est fondamental, hein. On ne sortira pas du confinement sans des mesures barrières qui nous permettent quelque part de nous protéger, premièrement. Donc, solitude hydroalcoolique et masque. La deuxième chose, c'est les tests. Aujourd'hui, on a une politique qui est basée sur une pénurie de tests. Ce n'est pas une bonne politique. Donc, si on a des tests en grand nombre, ça nous permet effectivement de dire aux gens, vous pouvez sortir. Et ça nous permet aussi, tous les cas suspects, de pouvoir les tester très vite et de les isoler. C'est-à-dire, en fait, et ça, moi, je ne sais pas, hein, aujourd'hui quelle est la bonne stratégie. Je m'interroge beaucoup, mais j'interroge surtout les gens qui réfléchissent là-dessus, notamment nos représentants au sein du conseil scientifique. Il me semble qu'à l'image des autres pays, à l'image de ce qu'on a fait dans la première phase aussi, phase 1 et 2, si on sort du confinement, on repasse en phase 1-2 un peu. C'est-à-dire, dès qu'on isole un cas, dès qu'on repère un cas, on l'isole et on essaye de limiter les choses. Tant qu'on n'a pas de moyens, et ça c'est la troisième partie, curatifs, et les moyens curatifs, comme toujours, il y en a 2 sortes, le vaccin et les traitements. Aujourd'hui, le traitement par la chloroquine, on regarde avec beaucoup d'attention, on en parle beaucoup, mais on n'a pas de preuve de son efficacité, hein. Par contre, on sait qu'il n'est pas forcément bénéfique pour tout le monde, hein, et qu'il peut présenter des risques. Donc, on est très attentif. Mais aujourd'hui, on n'a pas de recommandations scientifiques qui nous disent utiliser massivement la chloroquine. On les attend rapidement. Mais donc, cette sortie de crise, elle repose aussi sur isoler, traiter, si on peut. Avec l'idée que le coronavirus, on en viendra probablement véritablement à bout. C'est moi ce que j'ai lu, hein. Là, je m'aventure un peu dans un domaine scientifique que je partage à travers des lectures, mais dont je ne suis pas représentant scientifique officiel. Il me semble qu'on en sortira avec un vaccin, parce que sinon, on n'est pas à l'abri des récurrences, hein, confinement, rééchappé, nouveaux cas clusters, etc., quoi. Et donc, pour pouvoir en sortir, probablement qu'il faudra en passer par une vaccination de masse, hein, c'est-à-dire vacciner l'ensemble de la population, comme on l'a fait pour d'autres maladies infectieuses il y a longtemps, hein. Et par contre, on sait que ça prend 18 mois. Et ça, je ne crois pas qu'on va dire il faut aller plus vite, il faut aller plus vite, mais un vaccin, on essaie plein de pistes à la fois, il y en a plein qui tombent, qui ne marchent pas. Enfin, c'est vraiment la méthode essai-erreur. Oui, oui. Voilà. De toute façon, par principe, la recherche, on ne peut pas malheureusement prévoir quand c'est qu'elle aboutit. On ne peut pas l'accélérer plus que… Voilà. Ouais, il faut du temps pour tester des hypothèses. Alors, juste une question, Voilà. je ne veux pas vous garder trop longtemps, hein, parce que merci de votre temps. Et donc, j'ai bien compris les 3 points, c'est très clair pour moi, Ouais, qui sont pour vous importants dans une stratégie de ouais, déconfinement, on va dire. ouais. Mon interrogation est la suivante. Bon, mettons de côté elles ne sont pas négligeables, mais on va dire que ce n'est pas l'objet de notre discussion, les difficultés à obtenir suffisamment de tests. Ouais, Mais si on avait la possibilité logistique de ouais, mettre en place un test massif à la sortie du confinement, ouais. est-ce qu'on aurait les moyens humains pour faire ces tests? Et est-ce que les médecins généralistes et libéraux pourraient être associés à cette stratégie? Je vous remercie pour cette question. Si on met en place des organisations sur le terrain en proximité, c'est justement pour ça, hein. C'est évidemment une tâche pour nous fondamentale et je supplie, hein, le gouvernement, et je lui dirai d'ailleurs, hein, et je le supplie là, devant vous aussi, pour ne pas nous faire des centres, hein, pour ne pas nous recréer quelque chose, pour s'appuyer sur l'organisation qui existe et qui se met en place partout sur le terrain. C'est la seule qui sera véritablement efficace. Sinon, on va passer énormément de temps en réunion pour créer des centres pour vacciner les gens, alors que nous, on met en place des choses. Donc, on va dire aux gens, appelez votre médecin traitant, il va vous vacciner. Non, là-dessus, je suis absolument certain, hein, vraiment, que la communauté, l'ensemble des médecins généralistes de ce pays est parfaitement en capacité de vacciner très vite toute la population qui aura besoin de le faire. Le problème, c'est d'avoir à disposition les vaccins. Mais s'il faut le faire, nous pourrons le faire. Si nous devons prescrire des tests et faire venir les gens pour faire des tests, nous pourrons le faire. Les centres qu'on met en place dans des communes en général, enfin, il y en aura quasiment partout, hein. Donc, on aura un relais partout, hein. Voilà. D'accord, donc les Je, tests, ce serait par exemple
le fait que le test soit fait par le médecin généraliste. Et ensuite, bon, sauf erreur de ma part, il y a des analyses Ouais. ensuite avec les centres, les labos d'analyse médicale, Oui, quoi. tout à fait. Après, il se posera la question comment on le fait. Est-ce que c'est une prise de sang? Est-ce que c'est un prélèvement? Aujourd'hui, vous savez, c'est un prélèvement pour un examen direct avec un écouvillonnage. On Donc, fait une et espèce ouais. de coton-tige dans le nez, dans la gorge. Et donc ça prend un peu de temps. Le futur test est certainement le plus utile. C'est ce qu'on appelle les sérologies, une prise de sang qui permet de mesurer le taux d'anticorps dans le sang. Et si vous avez des anticorps mémoire et pas des anticorps immédiats, vous êtes sûr que vous êtes protégé, que vous ne risquez pas de contaminer quelqu'un. Donc voilà, c'est le bon usage des tests. Ça pose un certain nombre de questions, comme d'habitude, faux positif, faux négatif, truc classique en médecine, mais on a besoin des deux, quoi. Et là, nos organisations territoriales sont tout à fait à même de faire ça, il n'y a pas de problème, comme on le fait tous les jours pour d'autres choses. Mais là, il faudra s'appuyer sur les professionnels qui existent et surtout pas faire ce qu'on fait toujours en France, créer quelque chose qui n'existe pas pour faire ça. Alors, il faut s'appuyer sur ce qui existe. Alors après, il y a des zones du territoire où malheureusement elles sont un peu plus en souffrance, que des fois on appelle déserts médicaux. Ouais, Euh, c'est un faux problème en ce qui concerne le Covid, hein. Il n'y a d'accord, pas de désert médical en ce qui concerne le Covid. Je suis d'accord. catégorique là-dessus. Et comment vous pouvez détailler deux Parce minutes? qu'un désert médical, c'est une zone où vous avez des médecins qui sont surchargés de travail parce qu'ils étaient 10, ils sont 3 ou 4. Mais aujourd'hui, on n'est pas surchargé de travail. Aujourd'hui, on a Ok, la capacité de prendre en charge tous les patients. Donc, même si vous avez que 3 ou 4 médecins, c'est très largement suffisant. D'autre part, on travaille en équipe, on travaille avec des infirmières. Et donc, les infirmières, il y en a partout. d'accord, Donc, d'accord. pas de problème de ce côté-là, hein. Là-dessus, il faut être… C'est vrai, votre réponse est très claire. ouais. Alors, c'est vraiment ma dernière question. Elle revient un peu en arrière, mais elle boucle aussi avec la fin, parce que si on dit les médecins généralistes vont être en gros en charge, par exemple, d'une stratégie de test, Hum. nécessairement, ils vont être au contact de malades. Donc, la question de savoir si eux sont protégés pour leur propre santé est importante. Vous Oui, avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des interrogations oui, sur la oui. production de masques, Ouais, etc. ouais, Est-ce que vous bon, pouvez me dire juste aujourd'hui si vous avez l'impression que les médecins sont protégés ou c'est pas vrai. du tout pour l'instant? Alors, c'est pas blanc-noir, hein. En fait, on a des moyens de protection au compte-gouttes, hein. On a grosso modo, ce qu'on nous a garanti, c'est 3 masques par jour et par médecin généraliste. Et pareil pour les infirmières, pour les pharmaciens. Aujourd'hui, on n'a pas d'FFP2, pas souvent. Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi on n'a pas d'FFP2? C'est pas parce qu'on ne veut pas nous donner des FFP2, c'est parce qu'il n'y en a pas. Parce que la chaîne de fabrication des FFP2, elle n'est pas encore au point. Je pense que il y a un moment donné, il va finir par y en avoir, parce que là, les usines vont finir par travailler. Mais le masque véritablement efficace qu'est le FFP2 aujourd'hui, sauf les médecins qui exercent dans les zones les plus touchées, c'est-à-dire le Grand Est, la région parisienne, ils n'ont pas d'FFP2. Moi, j'ai des FFP2 au cabinet, ils datent de Roselyne Bachelot. Les autres, D'accord. c'est des masques chirurgicaux, lequel ils pètent parce que les élastiques sont un peu vieux, c'est des masques de stock. C'est anecdotique, ça. Mais voilà. Par contre, évidemment, dans cette phase-là, le sortie de la confinement, de la phase de confinement, elle est conditionnée par la mise à disposition des professionnels d'un certain nombre d'outils. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. On ne peut pas sortir du confinement si on n'a pas des tests en quantité suffisante, je crois, hein. C'est évident. De la même façon qu'on ne peut pas dire aux gens vous allez sortir si on ne peut pas les protéger. Je comprends. Je Ouais. comprends. Je comprends. Bon, ben, merci pour toutes ces réponses et votre regard. Je ne sais pas s'il y a un point que vous voulez ajouter. Moi, j'allais finir Non, avec mes questions. moi je vous remercie aussi parce que le fait d'exposer comme ça de façon un peu organisée, ça oblige à réfléchir, à formaliser les éléments de réflexion et à pointer tous les éléments d'action aussi qui restent à faire. Donc, je vous remercie aussi, ça m'aide toujours aussi de répondre. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis vous souhaiter bon courage aussi parce que Ouais, je vais vous rappeler êtes. l'ARS, le Voilà. Conseil de l'ordre, et voir si j'ai des masques disponibles pour notre centre dédié. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre travail et bon courage. Au revoir. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.